Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la sélection des matériaux et des procédés, dans laquelle nous allons plus particulièrement regarder la définition et l'utilisation de ce qu'on appelle les critères de performance ou les indices de performance. Donc, c'est quoi une performance? On en a vu, hein, on met en place une démarche de sélection des matériaux et des procédés pour réaliser un matériau, un composant ou un produit. Et l'objectif, bien sûr, c'est que ce matériau, composant ou produit réponde aux fonctions attendues, définies dans le cadre d'un cahier des charges qui nous a permis de borner un ensemble de paramètres et de propriétés. Dans ce cahier de charge, on pouvait également avoir des orientations conceptuelles et le concepteur avait à sa disposition une certaine liberté de choix, aussi bien au niveau matériaux, procédés que forme. Et l'objectif derrière, c'est quoi? C'est de pouvoir vérifier que le produit ainsi obtenu a les bonnes performances, c'est-à-dire celles définies par le cahier des charges, afin de répondre à la fonction visée. Et derrière, l'objectif serait de se dire, est-ce que ces performances attendues sont bien celles que l'on a obtenues, et est-ce que ces performances carrément sont optimum, c'est-à-dire est-ce que on a obtenu le meilleur produit d'un point de vue performance. Donc si on prend la démarche globale, on part du cahier des charges que l'on va traduire, donc on était parti sur la définition des fonctions, contraintes, objectifs et variables libres, donc ça c'est les premières vidéos de sélection matériaux et procédés avant celle-ci. Ensuite, grâce à cette traduction, on peut mettre en place une démarche de sélection des propriétés matériaux, formes et procédés pour répondre à ce cahier des charges, afin d'obtenir un produit souhaité en termes de performance qui soit cohérente avec le cahier des charges. Donc derrière, on a toute une démarche qui est mise en place pour essayer de respecter ce cahier des charges afin d'affiner notre choix pour avoir un produit qui soit cohérent par rapport à la demande initiale. Donc derrière, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que le produit souhaité correspond bien à la performance voulue? On pourrait même se dire, est-ce que je ne peux pas optimiser cette performance, c'est-à-dire chercher les meilleurs candidats? Alors bien sûr, il faut juger de ce que veut dire meilleure performance et meilleur candidat. Et derrière, on va avoir un produit fini, et on peut tester sur ce produit fini que les performances souhaitées sont bien les performances obtenues, donc les performances réelles, et on peut même avoir une notion de performance perçue par l'utilisateur, donc derrière par le client final, qui va pouvoir lui avoir une vision d'utilisateur direct sur le produit, c'est-à-dire qu'il va pouvoir juger de son point de vue si le produit respecte les performances désirées lors de son achat. Derrière, il peut même avoir un contentement supérieur, c'est-à-dire qu'au-delà de ses attentes, les performances seront peut-être même meilleures. Alors ça peut être simplement des performances techniques ou alors des performances qui n'étaient pas fatalement attendues, donc sur l'esthétique, sur l'ergonomie, je ne sais pas, il peut y avoir différents jugements là-dessus. Et parfois, les performances attendues et perçues sont peut-être pas celles qui étaient désirées initialement, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on risque d'avoir un retour client sur le produit et d'un point de vue conceptuel, il faudra peut-être faire une reconception afin que les performances réelles du produit soient celles qui sont vraiment attendues par le client. La question ici est donc d'essayer de savoir comment juger de la performance et comment définir des critères ou des indices de cette performance pour nous aider à sélectionner au mieux les matériaux, les procédés, les formes dans cet objectif conceptuel d'amélioration. Donc là, j'ai bien prononcé le mot objectif, donc ça veut dire que dans cette fameuse démarche de fonction, contrainte, objectif, variable libre, c'est bien les orientations conceptuelles qui vont nous aider à fixer comme ça des objectifs de performance et vérifier à la fin si, en fonction des critères qui auront été choisis, la performance souhaitée est bien la performance attendue et que c'est celle qui sera réalisée sur notre produit et surtout perçue par le client. Donc, si je prends le monde du transport, par exemple, notamment dans le monde de l'aéronautique et de l'aérospatiale, un des objectifs conceptuels ou une orientation conceptuelle forte, c'est de minimiser la masse. Je vous rappelle, par exemple, pour un avion, plus l'avion sera lourd, plus il va consommer du kérosène, donc plus il y aura un coût client qui sera important, et donc derrière, naturellement, il faut chercher à minimiser l'impact de ce coût kérosène sur l'avion, donc on va minimiser la masse, et l'objectif serait d'avoir l'avion le plus léger possible. Alors c'est facile à dire comme ça, mais naturellement, vous imaginez bien que d'un point de vue conceptuel, c'est extrêmement compliqué, car ça veut dire que ça va automatiquement viser des changements au niveau des formes, des matériaux et donc des procédés associés, qui vont ne pas devoir impacter la qualité technique de cet avion. Donc là, on a un compromis entre qualité fonctionnelle de ce que doit être un avion et qualité de la masse, c'est-à-dire un objectif de minimisation. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, mais on peut avoir dans ce cas-là des indices qui peuvent nous aider à améliorer par exemple la masse tout en
gardant de bonnes propriétés, par exemple mécaniques au niveau de l'avion. Donc si je reprends l'exemple de la masse, ça va être quoi? La masse dépend de la masse volumique, donc ça c'est vraiment un critère matériau, mais dit dimension, donc cette fois-ci c'est un critère de forme. Comprenez bien derrière, et j'espère que si vous avez suivi les 4 vidéos, c'est quelque chose qui va devenir instinctif chez vous. Dès que je bride le matériau et la forme, je vais brider les procédés. Donc j'ai ici positionné la masse volumique et les dimensions, donc je bride d'office quelque part les procédés. Donc si je cherche à minimiser cette masse, je vais avoir une masse mini attendue au niveau du produit souhaité et j'obtiendrai à la fin une masse réelle, par exemple ici de l'avion, et je vais devoir juger de cette masse sur le produit fini et vérifier que la performance attendue technique et masse réelle associée vise bien une orientation conceptuelle de minimisation de masse. Donc là pour ça, on a besoin d'indices ou de critères de performance qui nous permettent de répondre un petit peu à l'équation qui est posée ici. Alors, comment obtenir ces critères de performance? Alors, point de départ, c'est toujours le fameux triptyque matériaux, forme, procédé. Et derrière, ce que l'on veut, c'est optimiser des comportements, donc des comportements qui peuvent être mécaniques, électriques, magnétiques ou autres, ça on en a déjà parlé, et avec aussi des orientations conceptuelles, par exemple en masse, en esthétique, en impact environnemental ou vraiment technique, c'est-à-dire maximiser par exemple de l'énergie stockée, maximiser une tenue à la déflexion, par exemple si j'avais un système qui doit se plier sous charge. Voilà, on peut avoir soit des choses parfaitement bornées, donc des contraintes, soit des choses qui sont purement orientation conceptuelle, et on utilisera très souvent les termes de minimiser, maximiser, donc optimiser quelque chose en fin de compte. Donc l'objectif ici sera à travers l'ensemble des fonctions visées et des contraintes et des objectifs, de fournir un ensemble d'équations qui vont me permettre derrière de définir des équations de type optimisation. C'est-à-dire qu'on va chercher à optimiser ces fonctions via différentes équations que l'on peut fournir via le cahier des charges, donc contraintes et objectifs. Donc derrière, si je reprends un petit peu ça pour essayer d'être un tout petit peu plus clair, parce que c'est peut-être pas évident ce que je viens de dire, que quand on prend par exemple les matériaux, donc je vais me restreindre ici aux matériaux et formes, je ne vais pas parler des procédés là-dessus, je vais avoir par exemple des propriétés de type masse volumique, module de Young, limite d'élasticité. En forme, par exemple, je vais avoir des propriétés liées à la section et la longueur, par exemple. Et à côté, je peux mettre des liens entre ces propriétés sous forme d'équations. Et ces équations peuvent venir du cahier des charges parce que c'est contraint, soit ça peut venir de l'orientation conceptuelle, donc des objectifs visés dans le cahier des charges. Donc la masse, par exemple, je sais que la masse, ça va être la masse volumique fois le volume. Et ici, le volume, typiquement, c'est lié à la longueur et à la section. Donc je sais que L fois S fait V, donc ρ fois V, donc ρ fois L fois S me donne bien la masse. Je vois qu'ici, j'ai donc bien une équation qui vient d'être définie. Et si on me demande par exemple d'optimiser la masse, c'est-à-dire de la minimiser, je vois que déjà la masse peut s'exprimer en fonction du matériau et des formes. Donc dès que je vais dire que je veux optimiser ma masse, je vais optimiser la masse volumique du matériau, mais également la longueur et la section. Donc ça me donne déjà une notion de critère de performance sous forme d'équation. Et derrière, la question serait de se dire, maintenant, qu'est-ce qui est contraint et qu'est-ce qui est libre dans cette équation? Très souvent, le matériau, s'il est libre, ρ va être libre, ça veut dire que je vais avoir la main sur l'optimisation de ρ, c'est-à-dire quel est le meilleur ρ pour que la masse qui est ici soit minimale. Automatiquement, ça sera le ρ minimum. Pareil ici, imaginons que dans la conception, la longueur soit figée, donc je vais imposer la longueur, j'aurai plus la main sur la longueur parce que le cahier des charges, d'un point de vue contrainte, me l'impose. Par contre, si le concepteur a la liberté de choisir la section, automatiquement, la liberté conceptuelle sur la section va impacter la masse. Conclusion, si je cherche une masse mini, il faudra que la section soit également minimum. Ça veut donc dire que le concepteur aura une équation de masse avec 2 degrés de liberté, la masse volumique, aspect matériau, et la section, aspect forme. Alors là, on est un peu bloqué puisque j'aurai une équation à 2 variables. Naturellement, qu'est-ce qu'il faudra faire? Augmenter le système d'équations ici pour trouver une équation complémentaire afin d'avoir un système d'équations résolvable avec 2 équations et 2 inconnues. Donc, on va le réexpliciter par la suite, mais l'objectif sera de trouver le nombre d'équations nécessaires que l'on est capable de définir dans le monde des contraintes et des objectifs afin de pouvoir paramétrer ces équations d'un point de vue notamment matériaux. Donc ça, je l'expliciterai tout à l'heure.
Prenons maintenant le cas des deux équations qui sont présentées ici. Ça peut être le cas, par exemple, d'un tirant ou d'une barre soumise à de la traction qui doit tenir la charge F et tenir le déplacement ici noté par delta L. Donc, on sait que la charge va dépendre en traction de la contrainte et de la section, et on peut chercher naturellement à faire en sorte que le matériau ne dépasse pas sa limite d'élasticité sous cette charge, et donc la force s'exprime bien comme étant la limite d'élasticité fois la section. De la même façon ici pour delta L, alors comment on l'obtient? Bien sûr, on part de la loi de Hooke, sigma vaut E fois epsilon, avec sigma vaut F sur S, epsilon delta L sur L, et donc je vais bien obtenir que delta L vaut FL sur ES. Là encore une fois, je vais avoir deux nouvelles équations qui vont apparaître, donc qui m'expriment un lien à la fonction désirée, et derrière, il faut que je me pose la question de ce qui est contraint et de ce qui est libre. Donc là, pour la force, je vois que j'ai un paramètre matériau et un paramètre forme, et là, ici pour delta L, je retrouve ma force qui est ici, donc qui va être certainement limitée par le cahier des charges, donc ça sera une donnée contrainte par le cahier des charges, la longueur qui est ici, qui peut être libre ou imposée, le matériau par son module Young, et la section, de nouveau, qui peut être une valeur qui peut être contrainte ou laissée libre au niveau du concepteur. Donc ce delta L, très souvent, doit être chiffré par le cahier des charges pour donner une notion d'allongement limite ou acceptable. Donc de ces deux équations, j'ai bien de nouveau un lien entre matériau-forme pour respecter ici une fonction liée au cahier des charges. Je peux avoir ainsi un système d'équations qui m'exprime des fonctions, mais également qui va m'exprimer ici par exemple des orientations conceptuelles, donc des objectifs. Et à l'intérieur, je peux avoir des parties qui seront donc imposées par le cahier des charges et d'autres parties donc qui seront laissées libres au niveau du choix conceptuel. J'aurai donc un lien entre fonction, contrainte et objectif et variable libre. Alors dans tout ça maintenant, comment obtenir des critères de performance, c'est-à-dire comment je peux chercher à optimiser le produit obtenu? Je vais avoir deux étapes. Très fréquemment, on commence d'abord par optimiser le choix matériaux, c'est-à-dire qu'on va travailler d'abord sur tout ce qui est en bleu ici, donc qui concerne les matériaux. Une fois qu'on aura optimisé cette partie matériaux, on va optimiser par exemple la partie forme, et ça, vous le connaissez sous le nom de dimensionnement des structures. Donc quand on fait de la DDS, on va optimiser la forme afin de répondre à une fonction quand le matériau est imposé. Or, il faut préalablement imposer le matériau, et donc on va avoir une démarche préalable qui va être mise en place de choix des matériaux et d'optimisation des matériaux. Ça sous-entend quoi? Ça veut dire que si je cherche à optimiser le matériau, je vais avoir un système d'équations. Dans ce système d'équations, j'ai des variables liées au matériau et à la forme. Je vais donc chercher à paramétrer ma forme via l'ensemble de ces équations pour mettre en évidence le matériau. Et une fois que j'aurai paramétré la forme en fonction des matériaux, je n'aurai que des systèmes d'équations liés aux matériaux, et donc je pourrai optimiser le matériau. Une fois que l'optimisation de matériau aura été faite, le matériau sera imposé, je pourrai donc passer au dimensionnement de la structure pour optimiser ma forme. Alors on va passer par un exemple pour expliciter la démarche d'obtention de ces critères de performance et des indices de performance liés. Donc désolé, là la diapo va être un tout petit peu surchargée, mais ça me permet d'avoir sur une seule et unique diapo toute la démarche d'obtention des indices de performance. Donc on va avoir 5 étapes. La première sera d'effectuer la traduction du cahier des charges pour définir l'ensemble des données et quantités nécessaires à la définition des systèmes d'équations dont on vient de parler à l'instant. Donc ça, c'est une démarche qui a déjà été faite avec les vidéos précédentes. Donc on définit les fonctions, les contraintes, les objectifs et les variables libres. On va partir ici sur un tirant donc soumis à une force F et de longueur L imposée pour un souci d'encombrement par exemple, et on va avoir un souci d'optimisation de coût et on va chercher à minimiser le coût de ce matériau. Donc on est dans un cadre conceptuel extrêmement simple, donc ici une barre soumise à un effort F, et attention par contre la longueur est imposée, la section va être libre à ce niveau-là, donc le concepteur a la main sur la section et on demande à minimiser le coût. Donc on va traduire ce cahier des charges. La fonction ici, c'est bien de résister à un effort de traction ou tenir la charge F qui est ici. Si on prend les contraintes liées au cahier des charges qui est ici, on va avoir la force qui est imposée et la longueur L qui est imposée. Donc ici, une partie de la forme est imposée.
Si on prend les objectifs, ben on sait que le coût doit être minimal. Et si on prend les variables libres restantes, on va avoir des variables libres de type forme, donc la section est laissée libre au niveau du choix conceptuel. Le matériau est laissé complètement libre ici au niveau des choix. Et le procédé n'est absolument pas imposé, on n'en parle pas ici dans le cahier des charges. Donc nous, on va regarder l'aspect matériau-forme ici pour obtenir le critère des indices de performance. Le procédé pourrait être vu ensuite, en seconde étape de choix. La deuxième étape à mettre en place dans l'obtention des critères de performance et des indices liés sera d'écrire les fameuses équations dont on a parlé préalablement, donc qui sont des équations de dimensionnement bien sûr, et qui vont automatiquement nous donner des critères ou des équations de performance qui seront liées aux objectifs. Ici, on en a un qui est le coût minimal. Donc l'objectif est bien ici de mettre en place l'ensemble des équations qui vont pouvoir venir de toutes les données qui sont ici des paramètres donnés par le cahier des charges, et l'objectif sera d'obtenir des équations qui vont mettre en évidence cette performance. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les données qui sont nécessaires à l'établissement du cahier des charges ici, et on va écrire nos équations dans le sens de l'optimisation CT, c'est-à-dire de la maximisation ou de la minimisation, et ici on cherche à minimiser un coût. Donc on va écrire nos équations pour chercher à minimiser ce coût. Donc première équation, elle est simple, on l'a vu préalablement. Je vais avoir ma charge qui dépend de ma contrainte et de ma section, et je vais limiter cette charge à la capacité matériau, donc à la limite d'élasticité, et donc la force qui est imposée par le cahier des charges vaudra au maximum la limite d'élasticité fois la section. Alors attention, bien sûr, en général, on abaisse cette limite d'élasticité. Là, je me mets dans un cadre idéal où je n'ai pas d'études complémentaires ou de coefficient de sécurité à mettre en place. Donc je dirais que la force max doit être égale à la limite d'élasticité fois S, matériau, forme, et je sais que le coût que je dois minimiser vaut Cm fois M. Donc ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. On avait également dit que la masse peut s'écrire comme étant ρ fois L fois S, avec L imposé, S libre, et ρ libre également, puisque c'est le matériau. Je vais donc pouvoir ici vérifier mon système d'équations, donc c'est tout ce que je peux ressortir un petit peu de ce cahier des charges, et je vais vérifier que mon système d'équations est bien suffisant, c'est-à-dire que j'ai un nombre d'équations correspondant au nombre de variables. Donc l'objectif ici, c'est d'essayer de descendre aux inconnus les plus basiques pour avoir un maximum de variables. Donc ici, les plus basiques, c'est L et S. Alors si derrière, on voulait descendre plus bas, on sait que la section, c'est pi fois d carré sur 4 ou pi r2. Donc si jamais on vous demandait de définir le rayon, il faudrait descendre jusqu'à pi r2 ou le diamètre pi d2 sur 4. Donc là, l'objectif, c'est de fournir un maximum de variables et la plus petite possible si nécessaire. Ensuite, on doit vérifier que le nombre d'équations, il faut bien le nombre d'inconnus, bien sûr, pour pouvoir paramétrer proprement les choses et résoudre cette optimisation. Et derrière, si on n'a pas assez d'équations, il faudra aller en chercher d'autres, ou si on en a trop, n'utiliser que celles qui sont importantes ou nécessaires à la définition ici de la performance attendue sous le terme de l'objectif visé. Donc, je me mets ici à la définition du coût. Je vois que le coût dépend du coût massique et de la masse. Donc je vais remplacer la masse par ρLS. J'ai donc bien un coût qui dépend de Cm, ρ, ça c'est du matériau. Ls, ça c'est la forme. J'ai donc L qui est imposé et S qui est libre. Ma force, c'est bien sigma E fois S. Je compte le nombre d'équations, j'en ai deux. Je compte le nombre de variables. J'ai bien matériau, Cm, ρ, sigma E, ça c'est du matériau, une variable, et ma section ici qui est libre, deuxième variable. Une variable matériau, attention, qui s'exprime à travers trois paramètres, et une variable forme qui s'exprime à travers la section ici. J'ai bien deux équations à deux inconnus. Dans la quatrième étape, je vais dissocier tout ce qui est variable libre de ce qui est contrainte au niveau de ces équations, et pour ceci, je vais en premier conserver les quantités imposées, que je vais appeler QI ici, les constantes, donc les quantités constantes que je vais appeler QC. Je vais paramétrer les quantités libres non matériaux, c'est-à-dire ici géométriques, donc les formes. J'appellerai ça QLNM, quantité libre non matériaux. Et ensuite, je vais réitérer cette étape jusqu'au remplacement complet de l'ensemble des quantités libres qui ne sont pas matériaux, donc ici, qui sont formes pures. S'il le faut, bien sûr, on rajouterait des équations s'il en manquait au niveau de l'étape numéro 2, bien sûr. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma force F qui est ici. Je vois qu'elle s'exprime en tant que sigma E fois S, et je vois que S ici est commun, mes deux équations. Je vais donc pouvoir paramétrer S. S, c'est bien F sur sigma E. J'ai donc le coût qui va devenir Cm ρ L fois F
sur sigma E. J'ai donc bien ici des quantités constantes ou imposées que j'ai conservées. Je n'ai plus de quantités libres de type forme et il ne me reste plus que des quantités libres de type matériaux. Cette étape est donc terminée puisque j'ai bien orienté l'objectif dans le sens de son optimisation, puisque je vais chercher à minimiser C, donc je vais minimiser ce qui est à droite, en sachant que cette partie-là est constante et que la partie conceptuelle libre, c'est Cm, ρ, sigma E, et ce n'est que du matériau, je n'ai plus ma forme. Cette équation va donc être l'équation de performance qui exprime donc le critère de performance en termes de coût ici, en associant quoi? La partie fonction et la partie géométrique, sous-entendu ici par le matériau, car paramétré préalablement. On peut donc maintenant commencer à extraire de cette équation de performance l'indice de performance associé. Pour ceci, on va isoler les quantités imposées, les quantités constantes, pour définir ce qu'on appelle une fonction imposée non négociable, c'est-à-dire celle qui est imposée par le cahier des charges et donc qui vient bien du monde des contraintes et des astreintes. Ensuite, on va isoler les quantités libres matériaux, donc celles qui vont être optimisables, que j'appellerai ici QLM, pour définir justement une fonction d'optimisation sur le matériau seul, et qui va me permettre d'utiliser cette fonction d'optimisation comme indice de performance qui répond à l'objectif ciblé. Je vais donc écrire que mon objectif est bien une fonction qui dépend de quantités complètement imposée et des quantités constantes, donc non négociables. Cette fonction ne sera donc pas regardée d'un point de vue optimisation, fois une fonction qui, elle, dépend des quantités libres purement matériaux, qui, elle, sera optimisable et qui va donc me servir à définir mon indice de performance. Je vais donc chercher à dire que mon objectif équivaut à l'optimisation de la fonction purement dépendante des quantités libres matériaux, donc optimisable d'un point de vue matériau. J'écris donc ici comme je viens de l'indiquer, un coût qui va dépendre d'une fonction purement liée aux quantités imposées et aux quantités constantes, donc L et F sont bien des quantités imposées et constantes par le cahier des charges, fois la fonction G qui est ici qui dépend que du matériau, donc Cm ρ sur sigma E. Je vais donc pouvoir oublier la fonction F qui est ici, donc qui dépend que de L, longueur imposée F, imposée par le cahier des charges, qui elle n'est pas donc optimisable plus que contrainte, et je ne vais conserver que la fonction que j'ai appelée G ici, qui dépend bien que du matériau seul, et je dirais donc que le coût va être proportionnel à la variation de Cm ρ sur sigma E, qui devient ici l'indice de performance. Cet indice de performance va donc, quand on va pouvoir l'optimiser, répondre en un seul bloc à je cherche un coût minimal d'une barre soumis à un effort de traction de longueur L constante et de section variable. Cet indice va donc reprendre tout le cahier des charges qui est ici d'un point de vue matériau en sous-entendant la forme, car la forme a été paramétrée par le matériau. Je vais donc effectuer une optimisation sur cet indice de performance, donc je vais chercher à obtenir le meilleur compromis Cm ρ sur sigma E d'un point de vue choix des matériaux. Donc là, c'est des étapes qu'il faut mettre en place et qu'on verra à travers différents exercices. Et une fois que j'aurai optimisé ici et que j'aurai effectué le meilleur choix d'un point de vue matériaux, je pourrai revenir en arrière pour pouvoir définir cette fois-ci la section d'un point de vue dimensionnement, donc dimensionnement des structures. Ceci me permet donc de finaliser bien sûr l'étape de travail nécessaire à la réponse au cahier des charges qui est ici, point de vue matériaux, et une fois que le matériau est optimisé et qui rend compte de tout ce qui est ici, je peux définir la section proprement en termes de dimensionnement. Afin de bien comprendre cette démarche de création d'équations de performance, de critères de performance et donc d'obtention d'indices de performance, on va repartir dans le même cahier des charges en changeant uniquement ici l'objectif. Donc je reprends la même chose, le tirant soumis à une force F de longueur L imposée de section libre, et je vais exprimer un objectif différent ici. Donc on vient de travailler le coût minimum, maintenant on va regarder la masse mini. Donc l'équation de minimisation de la masse, on l'a déjà explicité préalablement, c'est bien ρ ls, donc si m doit être minimum, ρ ls doit être mini aussi. Je vais donc ici avoir sigma e et ρ comme étant variables libres matériaux. La section est toujours la variable libre associée à la forme, et le procédé qu'on ne regarde pas ici dans l'exemple sera libre également d'un point de vue conceptuel. Je vais réinjecter donc le paramétrage de ma section comme étant f sur sigma e
dans l'équation objectif de la masse, et je vais donc supprimer LF ici, qui sont des quantités constantes et imposées, et ne conserver dans mon indice de performance que ρ sur sigma E. J'ai donc, dans le cadre conceptuel qui est ici, une minimisation de la masse qui va correspondre à ρ sur sigma E d'un point de vue fonctionnel, contrainte et objectif dans ce cahier des charges. Changeons maintenant la fonction. On va s'intéresser cette fois-ci, toujours avec ce tirant, mais à l'allongement, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il ne dépasse pas un certain allongement delta L, donc quand il est soumis à une force F. On va donc avoir F qui va être imposé par le cahier des charges et l'allongement admissible également imposé par le cahier des charges. On pourra donc écrire que F sur delta L vaudra une raideur K, qui sera donc automatiquement imposée par le cahier des charges, puisque F et delta L le seront. Et on sait que la raideur, c'est E module Young fois la section divisée par la longueur. Mon objectif, lui, ne change pas, c'est toujours le même que précédemment, et je vais donc pouvoir maintenant paramétrer S avec l'équation en raideur, et cette fois-ci, je vais avoir E ρ comme variable libre, ma section toujours libre au niveau de ma forme, bien sûr, et mon procédé qui n'a pas changé au niveau des variables libres. Donc dans ce cas-là, le paramétrage va m'entraîner une équation de type ρ L fois le S qui est ici, qui est bien K fois L sur E. Or, L est imposé, K est imposé, L est imposé. Il va donc me rester derrière l'indice de performance lié au matériau comme étant ρ sur E. Donc dans le cadre qui est ici, quand je cherche à minimiser la masse de ce tirant afin qu'il résiste à la force F et qu'il ne dépasse pas un certain allongement delta L, je vais avoir deux indices de performance qui vont se rajouter, qui sont ρ sur sigma E, ρ sur E minimum. Alors on va utiliser un autre exemple, donc on va changer de cahier des charges, on va partir sur une poutre en flexion, donc on est sur de la flexion 3 points ici, j'ai une force F positionnée au centre de deux appuis écartés d'une longueur L, donc la force F et la longueur L sont imposées par le cahier des charges. On va avoir une section qui, elle, est libre. La seule chose qui est imposée ici, c'est que c'est une section de type carré. Donc c'est la forme de section qui est imposée. Donc la cote C reste libre par contre pour cette section. Et on va chercher à minimiser la masse de cette poutre. Donc première approche, on va faire une approche en charge ou en résistance. Donc on va chercher à résister ici à la charge F, donc à la résistance de flexion induite. Cette résistance de flexion va s'écrire Y fois MF sur I. Donc vous savez que Y c'est le positionnement à la fibre neutre ici, MF va être donc le moment de flexion et IGZ que j'aurais pu écrire ici qui va être le moment quadratique de la section. Petite information ici, j'aurais dû écrire si je voulais être très précis par rapport à l'orientation d'Y que j'ai donnée ici, moins YMF sur I, mais je vais m'intéresser que à la valeur absolue de la contrainte de flexion qui est ici pour rester dans un cadre générique de définition de cette contrainte d'un point de vue dimensionnel ici et donc pour définir mon indice de performance. Donc si j'exprime maintenant la contrainte de flexion d'un point de vue maximal ici, donc au point sous la force, je vais me positionner au Y max, donc on va être sur la demi-épaisseur, donc ici ou ici, donc là je serai en compression, là je serai en traction mais en valeur max. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que je prenais la valeur absolue, puisqu'on sera toujours sur une cote de 0,5 C. Ensuite le moment fléchissant ici sera du FL sur 4, et le moment quadratique, ça sera C4 sur 12. Donc on a dit qu'on essayait d'éliminer les parties constantes et les parties imposées, donc tout ce qui est constante ici 0,5, 4 et le 12, je vais dire c'est une constante que j'appelle C1. Bien sûr, d'un point de vue dimensionnement, on sera obligé de garder ces valeurs telles quelles et de les travailler. Par contre, d'un point de vue optimisation, on a dit que nous, on ne le regardait pas pour le matériau, donc je vais le réduire à une seule et unique constante. Ma force et ma longueur sont imposées, donc je vois que là, je suis en train de définir ma fonction constante et imposée, donc que je n'utiliserai pas pour mon optimisation. Ensuite, il me reste C sur C4, donc ça me fait du C puissance 3. Or, C puissance 3, c'est une section élevée à la puissance 3,5. Alors on obtient ainsi l'équation contrainte, donc C1 constante, FL imposée, S variable libre, liée à la forme. Maintenant on va écrire l'équation objective, donc elle n'a pas changé, c'est ce qu'on avait préalablement pour la masse. Et si on regarde maintenant comment je peux paramétrer la partie forme dans la partie matériau, je vais avoir directement ici que ma section puissance 3,5 s'écrit bien C1 FL sur sigma F. Et derrière, je vais donc pouvoir dire que ma section, c'est la puissance 2/3, cette fois-ci, du groupe qui est ici. Donc je vais pouvoir paramétrer ici, directement dans l'équation objectif. Je vais avoir, dans ce cas-là, lié à mes variables matériaux, ma contrainte de flexion,
ma masse volumique, la section qui n'a pas changé d'un point de vue forme, et puis le procédé qui reste en attente bien sûr de traitement ici. Et je vais donc, cette fois-ci, isoler, comme on l'a fait préalablement, les parties imposées et constantes, des parties qui resteront libres d'un point de vue purement matériau. Donc je vais avoir un 2/3 ici qui vient se balader à cause de l'écriture de la section, et je vais donc avoir L, C, F et le L qui est ici, qui sont imposés et constants, donc je les retire de la partie indice de performance. Il va me rester donc quoi? Rho que divise sigma F puissance 2/3. Alors ce sigma F, d'un point de vue générique, peut être remplacé par sigma E, donc la limite d'élasticité, car ici au maximum on est en compression et en dessous en traction, donc on pourra dire allez, que la limite d'élasticité, si on reste dans un cadre élastique, je ne cherche pas l'endommagement ou autre derrière, je regarde juste l'élasticité, on pourra dire que ce sigma F au max doit être équivalent à sigma E. Alors si on regarde maintenant une fonction différente, cette fois-ci une tenue à la flèche, donc vous vous rappelez, on a fait ça pour la traction tout à l'heure, on a regardé et la charge et le déplacement, donc là on a fait une analyse en charge, maintenant je fais une analyse en déplacement. Le déplacement en flexion, ça va être la flèche admissible en dessous ici. Donc je vais écrire que y seconde vaut mf sur ei, donc ça c'est l'écriture classique de la courbure, et si j'écris cette courbure et que je l'explicite, le moment de flexion c'est fl sur 4, et que j'intègre deux fois ici ce y seconde pour obtenir le y max, donc la flèche sous la charge, on obtient l'équation que vous connaissez très bien, qui est que la flèche max, donc le y max, sera fl³ sur 48 ei. Je peux donc maintenant écrire la force en fonction de la flèche. Donc on a la force qui vaut bien 48 ei sur L³ fois lambda. Donc lambda sera le Y max qui est ici. Et si j'exprime I au niveau de la section, on sait que I, c'est du C4 sur 12, c'est donc du S2 sur 12. J'ai un 48 et j'ai un 12 que je peux transformer en constante. Je vais donc obtenir que ma force divisée par ma flèche, qui me donne bien ma raideur flexionnelle ici, sera une constante fois ES carré sur L³. Je vais donc utiliser l'équation contrainte qui est ici au sein de l'équation objective pour faire un paramétrage. Je sais que ma section au carré vaut donc KF fois L³ sur C2E, et je vais donc avoir une section qui s'exprime comme étant le membre de droite en puissance 1/2. Je vais donc avoir un 1/2 qui va apparaître au-dessus. Mes variables matériaux, cette fois-ci, c'est module de Young, masse volumique. Ma section est toujours variable, mon procédé toujours. Et je vais donc réécrire mon équation objective qui est ici, qui devient donc mon équation performance. Je sais que K est imposé, L est imposé, C est une constante. Il va donc me rester que mon indice de performance deviendra donc ρ sur E puissance 1/2. Ça veut donc dire que si je cherche à minimiser la masse de cette poutre en flexion afin que cette poutre tienne la charge et la flèche, je cherche juste à minimiser ρ sur sigma E puissance 2/3 et ρ sur E puissance 1/2. Prenons un dernier exemple ici, donc on va être sur une plaque soumise à une pression et un flux de chaleur, et cette plaque est positionnée sur des points d'appui. Donc ce que l'on connaît, c'est l'écart thermique delta T que subit cette plaque, donc le flux de chaleur associé également, la longueur de la plaque, la distance entre appuis, et la plaque a une épaisseur H qui est libre. Donc, ce qui est contraint ici, c'est la pression, la distance entre appuis, l'écart thermique, le flux de chaleur et la longueur imposée. Ensuite, on va chercher à minimiser la flèche élastique de cette plaque qui est soumise à une pression et également à un flux de chaleur. Donc, il y a les deux parties, il va y avoir une partie mécanique et une partie thermique. Donc, on va regarder les deux aspects. Donc, première chose, la partie méca, on va chercher à contrôler le déplacement, donc la flèche en fin de compte ici, le déplacement élastique sous la pression P, et après il faudra l'associer bien sûr à l'effet thermique qui va se combiner à la pression. Donc la première chose, quand on est dans le cas d'une plaque comme ça multipoint, on va avoir lambda qui va dépendre quoi? De la pression, fois la distance ici puissance 4 divisé par C qui est une constante, E, IZ. Donc on n'est pas loin de ce qu'on a fait pour la poutre tout à l'heure. Au niveau conduction de la chaleur, là cette fois-ci on va voir le flux de chaleur qui va être égal à quoi? La conductivité thermique du matériau fois l'écart thermique divisé par l'épaisseur traversée par ce flux thermique. On va devoir trouver un lien entre les deux, donc là on est, vous voyez, sur une écriture qui est entre la contrainte et l'objectif, puisque l'objectif n'est pas minimiser un coût, minimiser une masse, mais bien de minimiser une flèche, donc un aspect purement mécanique. Donc là, on est sur une minimisation méca, et ici, on a une équation contrainte à 100% qui est liée au flux de chaleur. Donc maintenant, il va falloir relier ces deux équations,
Et le lien va se retrouver au niveau de i qui est ici, qui va s'exprimer en fonction de h. On sait que i vaudra quoi? Donc là, vu qu'on est sous pression multipoint et qu'on a une p qui est surfacique, on va avoir du h cube divisé par 12 fois 1 moins nu carré pour exprimer l'effet Poisson au niveau de la plaque. Donc si on réinjecte le h qui est dans cette équation au niveau du h cube qui est ici, on va pouvoir exprimer iz en fonction de h cube, donc en fonction de q, ct et delta t. Au niveau des variables libres matériaux, on va donc avoir le module Young, le coefficient de Poisson et la conduction thermique. Pour la forme H, c'est le procédé qui est traité en dehors de cette démarche proposée ici. Réécrivons donc cette équation à l'aide de la seconde. On va obtenir une équation de cette forme. Donc on a le lien avec le h cube qui vient nous fournir cette fois-ci une équation qui va être montée au cube quand on va intégrer celle-ci. Donc ça commence à se complexifier au niveau de l'écriture. Donc dans cette équation qui nous servira pour le dimensionnement final, on va isoler les parties constantes et les parties imposées des parties qui restent variantes et purement matériaux. Donc on va avoir comme ça toute la partie qui est à gauche qui ne contient que les valeurs imposées et constantes et la partie qui est à droite qui dépend du matériau. Donc le critère qui va être utilisé ici pour notre objectif, qui sera donc l'indice de performance, sera la minimisation de 1 moins nu carré sur E ct au cube. Donc le nu est au maximum à 0,5, donc quand on va le mettre au carré, on sera inférieur à 1. Donc on pourrait estimer que G5 pourrait être la minimisation de 1 sur E fois ct au cube, ou alors, autre façon de le voir, une maximisation de E ct au cube. Donc voilà comme exemple terminal ici de procédure de mise en place des indices de performance. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé 3 cas d'étude. On a regardé une barre en traction, on a fait une approche en résistance et en déplacement. On a regardé une poutre en flexion, on a fait également une approche en résistance et en déplacement, donc en flèche ici. Et sur le panneau, le dernier panneau qu'on a regardé, on a fait une approche en déplacement, donc en flèche, et cette flèche était liée également aussi à une sollicitation thermique. Donc ça veut dire que la fonction, donc ici qui est représentée via des fonctions technologiques, a été étudiée dans des cadres dimensionnels donnés, donc des contraintes spécifiques, à savoir des approches en déplacement, donc plutôt en rigidité, des approches en charge, donc en résistance, donc ça c'est ce qu'on a fait ensemble, en conductivité thermique, ça on l'a fait également ici, mais on aurait pu faire une approche en fatigue ou une approche en géométrie à 100%. Au niveau des orientations conceptuelles, on s'était intéressé par exemple dans le cadre de la barre ici à une approche en coût minimal et en masse minimale. On aurait pu regarder un impact environnemental aussi par rapport à ça en cherchant à le minimiser. Pour la partie panneau ici, on a regardé à minimiser la flèche associé donc au cas de chargement qui était ici. Ça veut dire qu'on a des cadres fonctionnels, on a des approches en contraintes différentes, on a des objectifs qui peuvent être différents, et on a eu également des quantités libres non matériaux différentes. Par exemple ici, sur la barre et la poutre, on était sur une section libre. Sur la plaque, on était plutôt sur une épaisseur libre, mais on aurait pu travailler sur des structures à largeur ou longueur libre. Par exemple ici, en compression ou en torsion, on aurait pu avoir ce genre de quantité libre non matériaux. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que dans la démarche qu'on a proposée, j'ai regardé une fonction, une approche en contrainte, une approche en objectif avec des contraintes libres non matériaux, et tous les résultats ont été différents. Ça veut dire quoi? Si je regarde par exemple ma barre ici en traction, avec une approche en résistance pour un poids mini et une section libre, j'ai obtenu l'indice de performance ρ sur sigma e. Par contre, si je fais une approche en rigidité, donc je ne change juste que l'approche ici en contrainte, je n'obtiens pas le même indice de performance. Là, j'aurai ρ sur E à minimiser. Donc je pense que vous avez compris, l'indice de performance va dépendre du chemin conceptuel choisi, donc de la fonction, des contraintes, des objectifs, derrière des variables libres et des variables libres, ici notamment non matériaux. Donc le dernier, bien sûr, ici était double, on avait ce critère qui était dû à ce cheminement de pensée qui était à ce niveau-là. Ça veut donc dire quoi? Que si on fait une démarche de sélection et que l'on met en place une traduction en termes de fonctions, contraintes, objectifs et variables libres, on obtient automatiquement des indices de performance différenciants à chaque cas d'étude. Alors naturellement, ces indices de performance, on ne va pas les redémontrer à chaque fois. Il existe des ABAC dans lesquels on peut les retrouver justement dans cette classification en fonction, contraintes, objectifs et variables libres.
Alors maintenant que l'on sait créer des indices de performance ou les retrouver au sein des tablatures qui peuvent exister, maintenant il faut les représenter, donc les utiliser. Donc on pourrait les représenter dans des graphiques directement. Donc là par exemple, je prends la barre soumise à la traction et je regarde une approche en coût minimum et en masse minimum. Et donc si je cherche à minimiser l'impact en coût et en masse, je vais regarder bien sûr les matériaux qui sont le plus en bas à gauche. Alors je pourrais le regarder d'un point de vue maximisation aussi, hein. Donc dans ce cas-là, je retourne mes indices, donc je vais regarder sigma E cette fois-ci sur CMRO et sigma E sur ρ, et naturellement je prendrai les matériaux qui sont en haut cette fois-ci et à droite. Alors deux problématiques vont quand même apparaître ici, c'est le plan de visualisation qu'on va utiliser pour parler de ces indices, et également la notion de conflit d'objectifs. Alors déjà le plan de visualisation, pour comprendre, je vois ici que je suis en coût volumique, donc c'est des euros par kilo par mégapascal, parce que je divise par la limite d'élasticité. Et ici, on est en kilos par mètre cube par mégapascal. Alors on n'est pas vraiment dans un espace dans lequel on utilise les unités de l'ingénierie. Donc on ne parle pas directement en kilogrammes mètre cube ou que en MPa, on est sur des choses un petit peu mixtes et qui ne sont pas tout à fait naturelles. Deuxième chose qui va apparaître, c'est quoi? C'est que ici, par exemple, si ce matériau correspond bien à une masse mini, il ne correspond pas à un coût mini, puisque le coût mini va être sur ce matériau. Ce matériau a bien un coût mini, mais n'a pas une masse mini. J'ai donc un conflit d'objectifs entre le coût et la masse. Donc, est-ce que je pourrais utiliser une représentation dans des plans de visualisation où je peux directement discuter de la propriété coût, de la propriété limite d'élasticité, module Young ou autre, mais de façon beaucoup plus précise et surtout dans les unités de l'ingénierie. Et derrière, comment je vais gérer ces conflits d'objectifs. Donc les conflits d'objectifs, on le verra notamment dans une prochaine vidéo. Donc reprenons les 6 indices de performance qu'on a étudiés préalablement. Donc on pourrait les mettre par exemple dans 3 graphiques différents et faire l'analyse de ces indices pour trouver les matériaux qui passent au mieux d'un point de vue optimisation l'ensemble de ces indices. Par contre, on peut également remarquer que, par exemple si je prends ces deux indices ici, que celui-ci s'exprime en fonction de ρ et de e, et celui-là également. Donc là, par exemple, je pourrais faire la même remarque, celui-ci s'exprime en fonction de ρ et de sigma e, et celui-là aussi. Donc on aurait peut-être tout intérêt à utiliser, par exemple, ces deux indices et à les mettre dans le même plan de visualisation. Alors, comment on pourrait représenter ces deux indices dans le même espace, sachant qu'ici j'ai du ρ, du ρ et du e puissance 1,5. Donc, la question, c'est comment je pourrais visualiser d'un point de vue métrique, c'est-à-dire dans les unités de l'ingénierie, ces deux valeurs en rendant compte de ces deux indices, hein, donc l'indice qui est ici, l'indice qui est ici. Donc je reprends le premier indice qu'on avait noté G2, donc qui est ρ sur E, et je me rends compte que si je fais le logarithme de cet indice, je vais pouvoir dissocier sans problème la quantité ρ de la quantité E, et naturellement exprimer log de ρ en fonction de log de E et du log du G2 ici, qui est donc l'indice numéro 2 qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, si je regarde de plus près, dans l'espace des logarithmes, j'ai ici l'écriture d'une droite. Donc, ça, c'est y, ça, c'est x, et ça, c'est une constante b que j'appellerai b2 parce que c'est log de g2. Donc, j'ai une droite de type y égale 1, 1 pour la pente, fois x plus b2. Alors, représentons maintenant cette droite dans l'espace log de ρ, log de e, donc on a différents matériaux qui sont ici. Donc, comment représenter cet indice g2 grâce à ces droites? Donc, on va déjà dessiner la droite. Si je dessine ici l'intersection de cette droite avec l'axe des ordonnées, je vais obtenir en ce point-là le point B2. Or B2 c'est quoi? C'est le log de G2 et G2 c'est l'indice qui cherche à minimiser ρ sur E. Ça veut donc dire que si je veux que G2 soit minimum, il faut que log de G2 soit mini, donc que B2 soit également minimum. Ça veut donc dire que je vais devoir descendre cette droite afin d'assurer, grâce à cette pente de 1 ici, une décroissance de B2, donc une décroissance de G2. Et plus je vais donc descendre cette droite, plus les matériaux qui sont en dessous de cette droite passent le critère d'un point de vue optimum. C'est-à-dire que je tends bien vers les matériaux à ρ sur E mini, puisque B2 va être décroissant. Donc, si je regarde l'ensemble qui est ici, je pourrais dire voilà, je vais descendre pour venir toucher par exemple les matériaux qui sont ici, ça peut être un choix complètement arbitraire, hein, je pourrais descendre plus bas, et dire voilà, les matériaux qui sont ici sont, de mon point de vue de concepteur, les optimaux de par cet indice
de performance. On pourrait faire la même chose naturellement d'un point de vue indice ρ sur E1,5. Donc ça, c'était le quatrième indice qu'on avait vu préalablement. Donc je fais pareil, hein, on va prendre le logarithme de cet indice. Et je vais avoir cette fois-ci, donc faites attention, il va y avoir le 1,5 qui va passer devant le log. Et donc si j'exprime log de ρ en fonction de log de E, je vais avoir 0,5 log de E plus log de G4. Conclusion, je vais avoir une pente de 0,5 plus ici la constante B4. De la même façon que préalablement, je peux déduire que je vais devoir dessiner des droites de pente 0,5 dans l'espace des logarithmes et je vais regarder une décroissance de ces pentes, c'est-à-dire un indice B4 lié à l'indice ici G4 qui doit être décroissant également. Donc je dessinerai dans cet espace l'indice G4 comme étant un ensemble de droites de pente 0,5. Donc là je ne les ai pas toutes dessinées, j'ai dessiné la dernière ici et je prendrai, là encore une fois, c'est très subjectif et c'est le concepteur qui fait ça, je prendrai la droite la plus basse possible dans les espaces des matériaux que je suis en train de regarder. Et dans ce cas-là, je vais bien avoir deux indices de performance dessinés dans le même espace de visualisation métrique, et j'ai ici log de ρ et log de E qui me permettent d'exprimer en deux indices une barre ici légère à une tenue au déplacement, et ici une poutre légère à une tenue à la flèche. Dans un seul espace, j'ai deux indices qui me parlent de deux fonctions différentes avec un objectif identique de minimisation de masse et avec une approche en contrainte plutôt vue d'un point de vue déplacement, donc ici rigidité. Alors on pourrait rajouter d'autres indices de performance liés à un objectif de minimisation de masse dans un point de vue approche en rigidité, donc ici en déplacement, donc là on n'en a que deux, mais on pourrait en avoir d'autres bien sûr. Donc les résultats seraient à chercher dans la zone du dessous, donc ici je pourrais faire mon choix dans les matériaux compris comme étant optimum à ce niveau-là en termes de choix. Et là, on voit qu'il y a du vide en dessous. Et ce vide nous permet, par exemple, d'imaginer que des fabricants pourraient se positionner dessus, des fabricants de matériaux, pour permettre une évolution technologique en réponse à l'absence des matériaux, en créant tout simplement des matériaux qui potentiellement pourraient être meilleurs que ceux qui sont ici, donc dans les espaces laissés vides à ce niveau-là. Alors ça, c'était une approche dans le sens de l'objectif, c'est-à-dire on cherche à minimiser, mais on a dit qu'on pouvait chercher également à maximiser l'indice inverse, c'est-à-dire faire E sur ρ et E1,5 sur ρ. Donc qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Donc on n'exprimerait pas log de ρ en fonction de log de E, mais log de E en fonction de log de ρ. Donc dans ce cas-là, bien sûr, on va avoir un changement, attention, au niveau des droites. Donc ici, j'ai un log de ρ moins log de G2 qui va apparaître. Donc j'ai bien ici une pente de 1. J'ai bien ici une constante que je vais appeler B'2 puisque je cherche à maximiser, donc c'est dans l'autre sens que je le regarde. Mais attention cette fois-ci, si on a toujours conservé là, à ce niveau-là, dans cet exemple, la pente de 1, le B'2 qui est ici va devenir croissant. Pourquoi? B'2 c'est moins, et c'est le moins ici qui va tout faire, moins log de G2. Or G2 doit être minimum, donc si je fais moins log de G2, ce moins log de G2 doit être maximal. Dans ce cas-là, je vais avoir B'2 croissant. Donc c'est comme si j'avais regardé E sur ρ, tout simplement. Donc je fais la même chose que préalablement, donc je vais naturellement avoir mes matériaux ici qui sont retournés, et si on dessine l'espace optimum, je vais prendre une droite et je vais la monter au maximum avec ma pente de 1. Et si je regarde maintenant l'indice G4 et que j'essaie d'exprimer log de E en fonction de log de ρ, je vois que le fait de passer le log de E de l'autre côté me fait multiplier log de ρ et log de G4 par 2. Donc cette fois-ci, log de E est égal à 2 fois log de ρ moins 2 fois log de G4. J'ai donc une droite de pente 2 et de B'4 croissant cette fois-ci, donc comme tout à l'heure pour celui-ci. On va avoir le B'4 qui vaut moins 2 log de G4, or G4 doit être minimum, donc naturellement moins 2 log de G4 doit être maximal. Donc je dessinerai ici l'indice en maximisation, donc E1,5 sur ρ, avec une pente de 2 et une variation croissante. Donc j'ai exactement la même chose que tout à l'heure, mais vu d'un point de vue maximisation, et bien sûr on est ici également dans une zone de choix d'évolution technologique qui correspond exactement à la même que tout à l'heure, simplement que l'espace est renversé.
Alors, comment on pourrait mettre en place maintenant ces sélections? Alors, on pourrait utiliser des graphiques de type ABAC ou des logiciels qui nous permettent justement de sélectionner au sein des graphiques avec cette méthode par droite de sélection. Donc, on va utiliser, nous, le logiciel CES et DUPAC à ce niveau-là. Donc, je vais remonter juste ici, là, donc, pour reprendre l'indice G2 et G4. Donc, on va prendre un espace log de ρ, log de E, avec une pente de 1 pour le premier indice et une pente de 0,5 pour le second. Donc, on bascule ici, on va créer un graphique où on met en premier donc le log de ρ et en second, donc sur l'axe des abscisses, on va mettre le log de E. Et si on regarde, le logiciel met par défaut l'axe en échelle logarithmique, donc aussi bien ici pour l'axe des abscisses que l'axe des ordonnées, donc ce qui nous permet directement de mettre le log de ρ ici et le log de E, donc dans l'espace log qui est affiché là. Et on va venir dessiner donc des droites de sélection. La première donc était ρ sur E, donc une pente de 1 avec une valeur qui doit diminuer pour pouvoir sélectionner les matériaux candidats. Donc je vais venir cliquer ici ma droite et je vois que plus je vais descendre cette droite, donc la valeur de B ici est en train de diminuer, plus les éléments qui sont à droite deviennent optimaux au sens de cet indice. Et je peux créer donc un deuxième indice de sélection. Donc on a dit une pente de 0,5, toujours avec une réduction de la valeur de sélection. Et quand je viens ici tracer cette droite, je vois que je referme l'espace des possibles avec cette droite. Donc la droite qui est ici est la droite qui est liée à la traction, et la droite qui est ici est la droite qui est liée à la flexion, dans un objectif de minimisation de la masse avec des contraintes liées à la rigidité.